Très ravi de vous retrouver ce matin sur le plateau de votre émission de tous les jours sur la chaîne citoyenne. Nous sommes vendredi 16 mai et vendredi, comme vous le savez, je me retrouve sur le plateau avec le monsieur. Alors Jeff, bonjour et bienvenue Jeff. Bonjour la madame. Ça va, il y a la forme, ça va. Tout va bien. Et de ton côté, ça va? Ça va, je fais grâce au début. Ah, depuis une semaine, les téléspectateurs, la famille de I-Matin, les internautes m'ont manqué. C'est depuis le vendredi passé. Non, depuis le lundi. Depuis le lundi, l'attente a été longue, mais bon, c'est aussi ça. C'est aussi ça, je suis là. Et surtout avec celle de la République très, très démocratique du 9e arrondissement aujourd'hui, en mode relax. Ah ben ça s'annonce bien. Ouais, Ça s'annonce bien. C'est le début du week-end qui Ouais, s'annonce. c'est ça. Et avec toi pour mettre le show, accompagner nos amis téléspectateurs, internautes, mais aussi la famille de IFM qui nous suit également en synchronisation. Alors, nous sommes là pour vous accompagner, soyez relax. Vous pouvez interagir avec nous sur la page Facebook de Electron Télévision sur les différents sujets, différentes thématiques qui seront abordées ici sur le plateau. Pourquoi ne pas souhaiter bon week-end à ses proches également à travers la page Facebook de Electron, Jeff. Surtout, une parenthèse, permet simplement que je dise un bonjour, mais surtout un bon début de week-end à nos fidèles internautes, à Sophie Tok, à Delph Ngakutu. Bon, lui, c'est depuis sa position, donc toujours depuis sa position. À bien d'autres, à Dina Love, à Irène, quand ils ne sont pas en service, ils sont fidèles internautes. Votre fidélité, Monza Enoch, voilà, votre fidélité nous donne la force de continuer. Vous savez que quand on se réveille le matin et qu'on se dit dans la tête, quelque part dans notre lombaire, quelque part, on se dit, ah, les téléspectateurs, les internautes nous attendent. Vous ne savez pas l'énergie que cela nous donne et ça nous permet de carburer, mais carburer fort. Et nous filons pour nous asseoir ici et pour vous servir. Mais Larissa, moi, j'aimerais que tout au long de cette émission en intervalle, que nous puissions échanger un peu sur le drame qui s'est passé vers le sud. On va revenir de temps en temps sur ça, mais ça commence à aller dans tous les sens. Et vous pouvez aussi interagir avec nous sur ça. Si vous avez des informations, vous pouvez aussi. Mais nous, déjà d'entrée de jeu, nous présentons toutes nos condoléances. Nous compatissons avec toutes ces familles-là qui ont perdu les leurs dans cette confrontation. Des maisons brûlées, une féerie complètement anéantie. C'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon. Nous allons retrouver notre première pointation musicale pour ne pas pleurer ici sur le plateau. Et puis nous allons revenir. Preston Concept Records. Sultan Colby. Move your body. Alionda Indina budget. Mets ton corps en mouvement. Après la fight avec la life. Pas de blague ce soir, c'est high. On oublie le souci, l'ambiance et détail. Chilling, drinking toute la night. Let me check and move your body. All winners, come to the party. Ici, c'est la ligue des hustlers. Dans la team, pas de place pour les pares. C'est tellement haut qu'on écrase les haineux. Mytho, puisseau, parano. Isanda, Kinga. Ira, c'est Marie Djemida. Marie Toumi, c'est Modouda, Toumi, c'est Dia. Comme un soldat, marquez les pas. Ancien combattant, de sang beret. Samha, Mangala, Hindu. Zaka, Kurum, Vital, Kelu. Tilalis, Michil, Tab, Kashifta, Dalazat, Saibi, Ajab. Ce sont dans les budgets. Ce sont dans les budgets. Ce soir c'est notre ciné-game. Morning make I see the place. Champagne, cigare, costume, blazer. Ce sont dans les budgets. On sort les berlines, on câble les petits. Ce sont dans les budgets. Le travail libère l'homme. Après le fort, le reconfort. On a le budget, le choc-choc. C'est parti encore pour le choc. Jusqu'au bout de la nuit, c'est le show. La vie, c'est easy. On sort le berline, on câble les petits. Money, money.
money, 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 money. Ce soir c'est no stress, la joie de vivre ma forteresse. Champagne, cigare à volonté, costume, laser, on sort la face. Zumba est un gardien d'Allah, Marco Sosa et tonique. Rumba, pèse, pèse à pouce, pèse à, pèse, pèse à pouce. C'est ça on a les budgets. Budget. C'est ça on a les budgets. Ce soir c'est notre ciné. Money makers in the place. Champagne, cigare, costume, blazer. C'est ça on a les budgets. On sort les perles, nos câbles, les petites. C'est ça on a les budgets. Docteur Koulibaly Yakwaba et Monsieur Bani Yatangolo. Allons à Kologo. Marabé Roger. Les concepts. Les Jimmy Youssouf Atraki. Yann Irina. Amour Kulalabo. Kaman Malado. Adopi Kamizu. Kabasa Ujak Irina. Kabasa Ujak Irina. Budget. C'est ça on a les budgets. Budget. C'est ça on a les budgets. Ce soir c'est notre ciné. Money makers in the place. Champagne, cigare, costume, blazer. C'est ça on a les budgets. On sort les perles, nos câbles, les petites. C'est ça on a les budgets. Le coro à mes papa yoko. C'est ça on a les budgets. Bien environnement. C'est ça on a les budgets. La reine de Babalo. C'est ça on a les budgets. C'est ça la reine de Jacques. C'est ça on a les budgets. I was meant to say. C'est ça on a les budgets. C'est une question de budget. C'est une question de budget. Voilà, un peu sortir, étant donné que nous sommes au début de week-end. Ne te lance pas dans quelque chose si tu ne l'as pas prévu, si tu n'as pas le budget pour ça. Parce que généralement, Larry, le problème est que, comme mes potes sont sortis en week-end et qui m'ont invité, tout ça. Alors, je ne peux pas aussi venir les mains vides. Et puis, du coup, je me mets à remuer ciel et terre pour avoir quelque chose. Et pour tout cas, les gars, ils ont préparé le budget depuis. Genre, moi, je connais un groupe des amis qui vont te dire, bon, le mois de juin qui vient, à combien de week-ends? À 4 week-ends, non. Donc, les gars, il faut qu'on commence à prévoir. Tel week-end, c'est vous deux qui prenez en charge. Moi, je connais des potes comme ça. Ils sont là. Ils sont là. Est-ce qu'on peut encore intégrer le groupe? Il n'y a pas de problème, je te connecte. Mais moi, tu sais, j'aime pas trop ce genre-là. J'aime pas trop parce que, imagine si sur 4 week-ends dans un mois, on n'est que dans les mouvements, on n'est que dans les sorties. Ouais. Et pourtant, les week-ends nous permettent aussi de passer du temps en famille, de passer visiter la famille qu'on n'a pas pu peut-être dans la semaine étant chargé, de passer du temps avec les enfants à la maison. Tout ça, si tous les week-ends on est dans les mouvements, tous les week-ends on est dans le mouvement, même si tu as le budget pour ça, le budget, c'est l'argent. Ouais. Et avec le temps, l'argent, ça diminue. Quand tu ne fais rien pour augmenter, avec le temps, ça diminue et ça finira par finir. J'ai une grande qui m'avait dit la fois dernière. Je lui ai demandé quelque chose, un petit truc. Elle me regarde, elle dit, ma petite, c'est dur. J'ai dit, mais tu faroues tout le monde, pourquoi c'est arrivé sur moi? Tu dis, c'est dur. Elle me dit que l'argent, il n'y a que des sorties. Mais quand il n'y a pas d'entrée, tu restes, ça t'énerve. Je dis, ok, là c'est une bonne chose. Maintenant, cherche à faire, je m'excuse, cherche à faire des entrées. Elle dit oui, ça c'est ce qu'elle doit faire. Mais avant de faire les entrées, là, pardon, libère-moi d'abord et puis tu vas revenir. Et j'espère que pour ce week-end, elle a le budget parce que je n'irai pas seule. Là, ce que tu engages là, tu vois, quand tu dis que quelqu'un a le budget, moi, sans plus tarder, je finis, je récupère Dina Love derrière moi. Je demande aussi on dit n'invite pas. Non. Je récupère Dina Love. Et Dina Love qui va récupérer Zopro et puis Zopro va voilà. dire...
Donc, En du tout coup, cas- ta grande va saigner. Hein. En tout cas, Ça, il faut qu'elle nous se espérons prépare. que vous avez le budget pour vos sorties, pour vos lives. On ne dit pas qu'ils ne doivent pas sortir carrément parce qu'il y a des jours, il y a des moments, il y a des semaines qui sont vraiment chargées et il faut un peu de sortie pour déstresser. Déstresser. Voilà. Je te prête mon mot. Il faut également un peu libérer le cerveau, il le faut vraiment, mais faites-le avec modération et toujours et beaucoup de sagesse. Mais surtout, Larissa, ce qu'il faut aussi dire, à noter, c'est que même si tu n'as pas le budget que Larissa a, ton budget reste ton budget. Ouais. Si Larissa a le budget pour se détendre, pour se déstresser, comme elle l'a dit, elle a des budgets qui vont de 500 000 vers le haut, c'est son budget à elle. Si moi, mon budget de week-end va de 2 000 au maxi 10 000, c'est mon budget. Ouais. Si toi, ton budget va de 1 000 francs à 5 000, c'est ton budget. À l'impossible, nul n'est tenu. Et puis, on dit toujours, les doigts de la main ne sont pas tous égaux. Du coup, je ne mettrai pas la barre haute comme Larissa l'a mis. C'est comme ça qu'aujourd'hui, tu vois, les mariages dans notre société commencent à devenir de la concurrence. Façon, mon pote l'a fait, il a loué telle voiture, il a la moi aussi, je vais faire. Et le gars, il n'a pas le budget qu'il faut, mais il a mis tellement la barre tellement haute qu'après le mariage, il va, le peu qu'il trouve, ça va dans Il va de dette en dette. Il rembourse celle-là, il prend dette ici pour rembourser ici, demain il prend ici pour rembourser là. Vraiment. Et il va de dette en dette. Moi, je pense qu'on doit faire d'efforts pour ça. Ok, il y a quelques réactions. Nos fidèles et internautes sont déjà là avec nous. Adelph Ngakutu qui dit le meilleur duo de Imata. Merci beaucoup. L'autre message là, je vais lire ce qu'il a écrit. Hein. Il a dit Big à la joufflue. Hein? Nous a manqué où tu étais. Moi, c'est ce qu'il a écrit que je lis. Je connais Il y a un peu. Amoud Mouflorence qui dit je vous suis depuis mon école à Abena. Maîtresse, bonjour. Bonjour. Bienvenue Larissa à ta tenue des cœurs. Merci beaucoup l'homme du Maroc. À la chef, nous allons prendre le bien-être. Nous sommes vendredi. Il est l'heure. Je pense De Gina. qu'on va revenir après pour le bien-être. Pourquoi tu ne veux pas qu'on parle du budget? Ça, c'est vraiment là, je ne suis pas d'accord avec toi. Maintenant que les gens réagissent, il faut qu'on parle du budget. Toi, tu peux couper notre histoire de budget. Nous allons revenir. Nous allons revenir avec le bien-être, mais déjà, moi, je conclue en 2 mots en disant que faisons tout pour être équilibré, pour être indépendant. Parce qu'il y a des gars qui n'ont pas de budget, mais qui veulent vivre sans l'heure, qui veulent vivre à la Boniane, Clay, etc. Ça ne marchera pas, ça ne marchera pas. Travaille, et travaille. Même si c'est un 100 francs que tu trouves, même si c'est un 50 francs que tu trouves, sois-en fier d'utiliser. Mais ne compte pas comme Larissa qui compte sur le budget de sa grande sœur. Après, je vais appeler sa grande sœur pour lui dire. Florence, il faut vivre selon ses moyens. Et puis, il faut faire du jazz aussi, hein, comme Maud Florence le dimanche passé. Ok, merci beaucoup. Il est 7h49. Nous allons prendre les informations avant de revenir avec le bien-être. Bien-être. Voilà. Ils sont sociologues, économistes, climatologues ou encore politologues. Ils passent des années à analyser, modéliser et proposer. Mais, une fois les études publiées, les recommandations rejoignent bien souvent les rayons poussiéreux des bibliothèques universitaires. En face, les décideurs politiques composent avec des impératifs électoraux, des pressions sociales et des considérations budgétaires. L'écart se creuse entre savoir et pouvoir. Le développement dans les pays comme les nôtres ne peut se faire que lorsque les conclusions de recherche en sciences sociales seront mises en application par les décideurs politiques. Donc, si on renverse, c'est que pour le GDN, que les pays sous-développés sont donc sous-développés, ne se développent pas parce que dans ces pays-là, les conclusions que les chercheurs en sciences sociales
donnent sur un certain nombre de sujets liés au développement socio-économique ne sont pas prises en compte. De l'avis de l'enseignant, très peu de gouvernements intègrent les données issues de la recherche scientifique. Pourtant, pour formuler des politiques publiques efficaces, il est impératif de s'appuyer sur des faits et non uniquement sur des intuitions ou des intérêts partisans. Une conclusion de recherche peut contribuer à élaborer une politique parce que dans ce pays précisément, vous ne pouvez, et d'ailleurs dans aucun autre pays, vous ne pouvez élaborer des politiques socio-économiques tout en ignorant ce que les chercheurs ont comme conclusion, parce qu'un chercheur élabore une problématique suivant une hypothèse et il apporte des réponses. Et ces réponses, tant que ces réponses sont restées dans les articles, dans les livres et tout, ça n'apporte rien concrètement dans la vie des gens. La science n'a pas vocation à gouverner, mais elle peut éclairer les choix de ceux qui gouvernent. Pour cela, il faut des passerelles entre chercheurs et décideurs, entre laboratoires et ministères. L'État, en négligeant la voix des chercheurs, court le risque de piloter à vue loin des lumières de la connaissance. Ce moyen de déplacement le plus prisé d'entre-temps, qui est le vélo, devient de moins en moins visible dans les rues de nos jours, éclipsé par le vrombissement des motos. C'est un peu nostalgique quand on pense à l'époque où il était le roi des déplacements, offrant une liberté simple et accessible à tous. Ce moyen de déplacement bénéfique et qui ne demande pas de carburant et ne dégage pas de fumée est économique pour son détenteur. Par contre, la moto est un moyen de déplacement rapide et peut faire de longues distances. Sa rapidité, sa capacité de parcourir de plus longues distances sans trop d'efforts, surtout dans nos villes qui s'étendent de plus en plus. C'est une réponse à un besoin de mobilité accrue, à un rythme de vie souvent plus aisé. Mais la disparition progressive du vélo soulève aussi quelques regrets. Il y a son côté écologique, bien sûr, silencieux et non polluant. Et puis, il y a l'aspect santé. Faire du vélo, c'est une activité physique douce et régulière, bonne pour le corps et l'esprit, sans oublier son accessibilité économique. Un vélo demande un investissement initial et un entretien bien moins coûteux qu'une moto. La moto, avec la fumée qu'elle dégage, elle impacte négativement sur l'environnement. C'est pourquoi il serait important de revenir à son premier amour qu'est le vélo. Peut-être qu'on assiste à un changement d'usage plus qu'à une disparition totale. Le vélo pourrait retrouver une place de choix pour les trajets courts, les loisirs ou comme une alternative saine et durable dans des zones urbaines repensées. Qui sait, avec les préoccupations environnementales grandissantes, le bon vieux vélo pourrait bien avoir encore de belles pages à écrire dans l'histoire de nos déplacements. À l'occasion de cette journée, les activités sont organisées dans le monde entier au niveau local, national et international qui visent à mettre en lumière divers domaines importants dans la famille et les processus socio-économiques et démographiques qui affectent les familles. Le but de cette journée est de promouvoir la famille et les valeurs familiales, d'encourager l'égalité entre les femmes et les hommes au sein de la famille, de protéger la famille en tant qu'unité de base de la société et aider les familles à assumer leurs responsabilités envers la communauté. En amont du deuxième sommet mondial pour le développement social en novembre 2025, la Journée internationale des familles met en lumière le rôle essentiel des politiques familiales dans la promotion du développement durable. Organisée sur le thème « Les politiques familiales pour le développement durable vers le deuxième sommet mondial pour le développement social ». L'événement mettra en lumière les principaux enseignements tirés des initiatives nationales et régionales tout en soulignant le rôle des familles dans la réalisation du programme de développement durable à l'horizon 2030. Le deuxième sommet mondial pour le développement social qui se tiendra à Doha, au Qatar, du 4 au 6 novembre 2025, sera l'occasion de renforcer notre engagement en faveur de la lutte contre la pauvreté, du travail décent et de l'inclusion sociale. La célébration de la journée 2025 met l'accent sur l'importance d'intégrer des politiques axées sur la famille dans les programmes de développement nationaux afin de répondre aux grandes tendances telles que la transformation technologique, les changements démographiques, l'urbanisation,
les migrations et les changements climatiques. Pour rappel, le 25 novembre 2015, les 163 États membres des Nations Unies ont adopté à l'unanimité les 17 objectifs du développement durable visant à éliminer la pauvreté, la discrimination, les abus et les décès évitables, à lutter contre la destruction de l'environnement et à inaugurer une ère de développement pour tous. Les familles et les politiques et programmes axés sur la famille sont essentiels à la réalisation de bon nombre de ces objectifs. Débuté le mercredi 14 mai par un pèlerinage marquant le jubilé de l'espérance des enseignants du diocèse de Koumra, la journée de l'enseignement catholique est instituée depuis 2002 par l'Office international de l'enseignement catholique. C'est l'occasion pour l'ordinaire du lieu, Monseigneur Samuel Bayrabeti Bingar, d'animer une conférence en la paroisse cathédrale Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de Koumra. Ponctuée par une célébration eucharistique ce 15 mai, la Journée mondiale de l'enseignement catholique est l'occasion pour l'enseignant catholique de s'atteler sur la dimension spirituelle de l'éducation afin de faire des établissements d'éducation catholique un Eldorado de paix par les enfants et pour les enfants. C'est ce qui ressort des exhortations de l'évêque du diocèse de Koumra, Monseigneur Samuel Bayrabeti Bingar, lors de son homélie. À vous, chers enseignants, enseignantes, je m'adresse tout particulièrement à vous. Vous êtes les jardiniers de l'avenir, ceux qui cultivent non seulement des connaissances intellectuelles, mais aussi des valeurs, des rêves et des espoirs. Chaque jour, dans vos classes, vous avez l'opportunité de semer des grains d'espérance. Faire en sorte que ces graines, petites soient-elles, poussent, grandissent et deviennent grands arbres sur lesquels les oiseaux peuvent faire le nid. Vraiment, ces enfants dont vous avez la responsabilité, c'est cette mission que le Seigneur vous a confiée. N'oubliez jamais que chaque mot que vous prononcez, chaque encouragement que vous offrez a le potentiel de transformer leur vie et de leur donner de l'espoir. Il faut noter que cette journée a drainé les enseignants des établissements d'enseignement catholique venus des différentes paroisses du diocèse de Koumra en présence des élèves, des parents d'élèves et des différents acteurs du système éducatif du diocèse de Koumra. إن استخدام الفياجر أكثر شيوعاً بين بعض المواطنين، وعلى الرغم من أن بعض المنتجات آمنة لكثير من الناس عندما يصفها الطبيب، إلا أن استخدامها أو وصفها من قبل الطبيب يمكن أن يكون له عواقب صحية، حيث أن استخدام الفياجر يشكل نسبة مثيرة للقلق بين بعض المواطنين، ويمارسون هذه الممارسة متجاهلين الآثار الجانبية التي قد تضر بصحتهم. وبحسب قول الطبيب فإن استخدام الفياجر يشكل خطورة على كبار السن الذين يعانون من ضعف الأوعية الدموية. ويؤكد الدكتور ماسكيمات إن الاستخدام المفرط للفياجر غير مستحسن، لأنه من الضروري استشارة الطبيب قبل تناول الفياجر لتقييم المخاطر والتأكد من عدم وجود موانع طبية. إن نواة الكولا أو الكولا الصغيرة التي تسمى موجونغورو هي فاكهة توجد بشكل أكبر في المناطق الاستوائية في أفريقيا، وحتى الآن يمكننا أن نرى العناية التي يوليها المشترون لاختيار حبات الكولا التي يفضلونها في سوق الشارع. يمكننا أن نفهم التبرير الذي يقدمه مستهلكو جوز الكولا للتقاليد لاستخدام الدواء الشعبي، وهنا بعض الأشخاص الذين يقدمون لنا آرائهم حول استهلاك هذه الفاكهة التي بحد وصفهم أنها تعالج العديد من الأمراض. تشتهر عشبة الكولا الصغيرة بخصائصها الطبية، وقد تم استخدامها منذ آلاف السنين في أفريقيا لتأثيراتها المنشطة، حيث تحتوي هذه الكولا على بروتينات سكرية تساعد جسم الإنسان على أداء وظائفه عند تناولها. وفي حالة الاستهلاك بكميات كبيرة أو بجرعات عالية تقدم فاكهة الكولا الصغيرة العديد من الفوائد الصحية،
ولكن الإفراط في الاستهلاك يمكن أن يؤدي أيضا إلى آثار جانبية غير مرغوب فيها، ويعد تناول الكولا مفيدا لجسم الإنسان، ولكن هذا التأثير يكون مفاجئا ويستمر لفترة أطول بسبب حقيقة أن الكافيين الموجود في الكولا يتحد مع التأثيرات التي تسمح بإطلاقه ببطء في الجسم. من الضروري تناوله باعتدال لتجنب الأسوأ في الجسم. Qui commence bien, qui finit bien. Les lampions sont éteints sur le Festival des Arts et de la Culture Mundang ce 14 mai 2024 à Léry. Durant 3 jours, le peuple Mundang des 3 pays, à savoir le Cameroun, le Nigeria et du Tchad profond, se sont réunis dans la capitale Mundang, terre du Gong Kodjonka 4, pour apprendre, partager, transmettre les valeurs intrinsèques de ce peuple. Au-delà de l'expression et de transmission culturelle, ce rencard a permis aussi d'unir et de fédérer les efforts pour le développement de cette communauté. Le peuple Mundang est et reste un, ainsi qu'il soit de Taïki, de Gbeza, de Renaissance culturelle Mundang RCM, de la coordination des associations Mundang du Nigeria ou de quelque dynamique culturelle que ce soit, connue ou peu connue. Prenons acte de la volonté exprimée devant nous par nos leaders en s'embrassant en guise d'unité recouvrée et en prêtant serment devant les gongs, gardiens de la tradition, présents à cette cérémonie, présidé par le représentant personnel du chef de l'État du pays hôte. Des résolutions et des recommandations fortes visant à la pérennisation de cet exercice afin de permettre aux Mundang de préserver leurs identités sur tout le plan. La secrétaire générale de la province du Mayo-Kébi Ouest, qui a clôturé les activités de ces assises en lieu et place du ministre de la Culture, appelle le peuple Mundang à l'unité et à la solidarité, principal thème de ce festival. Chers festivaliers, cette édition porte de multiples messages. Un message d'unité nationale, un message d'unité internationale à travers notre patrimoine divertissé et ces messages de développement où Sa Majesté le Gong de Léré, le président d'honneur du festival, a appelé à un don national fort pour le changement de mentalité négative, se débarrassant de toutes les différences étroites des discours, des haines et des tendances, d'arrogance pour fortifier notre peuple avec une histoire et un avenir commun. Durant ces 3 jours, les festivaliers ont accordé leur violon pour hisser la culture de la communauté Mundang. L'unité et la solidarité se sont manifestées lors de cette rencontre dans le lac des Lamantins. Le rendez-vous est donc pris en 2027 pour la 4e édition du Festival des Arts et de la Culture Mundang. La mise en place d'un comité d'organisation de la cérémonie d'inauguration du stade olympique de Manjafa fait des vagues dans le milieu sportif. Beaucoup de voix s'élèvent pour dénoncer le caractère sélectif de ce comité. Certains membres cooptés ne connaissent rien de la chose sportive, disent les mauvaises langues. Le clientélisme, le népotisme, le favoritisme ont toujours nui au football tchadien. Si nous sommes à la traîne, c'est à cause des comportements des dirigeants. Certaines autorités ne veulent plus se débarrasser de cette pratique moyenâgeuse qui a contribué à enterrer à jamais le football tchadien. Les anciennes gloires comme le capitaine de Sao du Tchad, Japed Ndoram, Modou Kouta alias Oumar Yaya, Eli Koumdé, Toukam Julien, Djanana, Haroun Badawi, Maître Toro, la liste n'est pas exhaustive, ne figure même pas dans cet acte, alors que ces footballeurs talentueux ont fait rayonner le tricolore tchadien au-delà des frontières nationales. Ils ne devraient pas être ignorés par les autorités tchadiennes. Ils ont dans un passé récent fait la fierté des Tchadiens. Ils ont été exclus de cet événement, le premier du genre dans l'histoire footballistique de notre pays. C'est pour la première fois que le Tchad est doté d'un stade flambant neuf qui répond véritablement aux normes internationales. C'est le fruit de la coopération agissante sino-tchadienne. Ce joyau architectural pourra permettre enfin au Tchad de prétendre abriter les grandes compétitions internationales. Il a coûté des centaines de millions au trésor public. Il a été construit selon le standard international. C'est un stade olympique de 50 000 places. Il a été baptisé au nom du maréchal Idriss Déby Itno. Il est tout à fait logique de se souvenir de cet homme d'État qui a eu l'idée géniale de construire un stade de haute gamme pour la jeunesse tchadienne.
Ce que l'on a relevé pour le déplorer, c'est qu'on n'a pas tenu compte des anciens footballeurs, alors qu'ils peuvent encore apporter leur expertise à la nouvelle génération. À chaque fois que la politique s'invite dans le sport, il y a toujours des anicroches et des couacs. Il est encore temps de réintégrer les anciennes gloires et de les inviter à cette cérémonie grandiose qui doit marquer à n'en point douter la refondation du football tchadien en agonie depuis des lustres et victime d'une gestion opaque, sinon clientéliste de ses dirigeants, qu'on laisse de côté des égos des uns et des autres en regardant vers l'avenir. Espérons que ce cri d'alarme aura un écho favorable auprès des décideurs en vue de rectifier le tir avant qu'il ne soit trop tard. Né le 16 août 1986 à Mondo, Momti Nicole est responsable de la morgue de l'hôpital Amitié Tchad-Chine, situé au quartier Ndiari dans le 8e arrondissement. Un travail qu'elle exerce depuis 2011. Elle débute son cursus scolaire primaire à Moïsola, puis à Mondo. Ensuite, l'école secondaire à Baïli et décoche un baccalauréat littéraire à N'Djamena en 2006. Elle sort avec une licence d'infirmier d'État à la base, de 2007 à 2009 à l'école de santé privée AVD. Cette brave dame et courageuse va très vite embrasser cette branche des services dont beaucoup évitent, le travail de morgue. Pour elle, ce n'est pas par passion qu'elle décide d'exercer ce métier, mais plutôt par vocation. J'ai fait un peu le bloc, la chirurgie, la maternité, mais apparemment c'est un don pour moi. Tout ce que dans tous les services que j'ai parcourus, mon intention était seulement à la morgue. Même à l'école primaire, j'ai parlé aux autres que moi, là, je finirais par travailler à la morgue. Donc c'était un don pour moi. Je le fais avec fierté. Le déroulement du travail de la morgue comprend plusieurs étapes avant la mise en bière. Le travail de la morgue consiste à recevoir les corps. Dès que les parents déposent, ils amènent un corps, je fais sortir mon chariot, je réceptionne le corps, je dépose d'abord dans la salle, je viens avec les parents au bureau, j'enregistre, je prends l'identité de quelqu'un qui va prendre la responsabilité du corps, on s'échange les numéros de téléphone. Je leur donne une fiche de suivi, je libère les parents, ils partent. Une fois d'abord libéré les parents, je reviens maintenant prendre le corps, je l'amène dans la salle de bain sur la paillasse, je dépose le corps, je le déshabille. Si c'est une femme, il faut absolument détacher les cheveux. Il faut détacher les cheveux, la laver correctement, la ramener encore dans l'autre salle, faire le formol, injecter le formol. Une fois finir d'injecter le formol, mettre le coton dans les narines, ainsi attacher la bouche avec le morceau de linceul. Si tu réceptionnes à 2h du matin, il faut le laver à 2h. À l'heure où tu réceptionnes seulement, tu le laves. N'attends pas le matin, n'attends pas à telle heure. Non, on n'a pas d'heure pour ça. Dès que tu réceptionnes et que tu libères les parents, tu dois le laver, tu dois l'entretenir et le mettre dans la chambre automatiquement. Il n'y a pas de métier sans risque, dit-on. Mais cette courageuse femme arrive à surmonter ces moments sans difficulté grâce à la prière qui est sa première arme. Tellement que j'ai travaillé avec fierté, courage et amour. Il y a beaucoup de choses qui m'ont arrivé dans la vie, mais du coup, ça passe seulement facilement. J'ai eu des difficultés dans ma vie, mais ça passe, donc j'ai compris que ceux-là auxquels je donne un coup de main, d'une part aussi, sont avec moi. Ça, je dis haut et fort. J'ai connu des accidents, j'étais tombée malade, paralysée pendant 3 mois. Je marchais avec Becky, j'ai dit non, je vais venir au travail, mais une fois venir arriver ici, j'ai jeté le Becky, j'ai travaillé. Il n'y a pas un métier sans risque. Même la prostitution a son risque. Tu risques d'être infecté. Ou l'argent où tu as gagné ne pourra pas te soigner. Ici aussi, par erreur, si le but te pique, tu risques d'être contaminé. Le formol qui est là, qui peut facilement peut-être te rendre stérile. La tuberculose, ou bien l'accès de fumant. C'est un produit trop toxiquant. Aujourd'hui, si j'essaye de faire des fois 30 minutes, tu ne peux pas entrer dans la salle. Mais moi, comme souvent, j'inhale déjà là, quand je fais là, ça ne joue pas beaucoup sur moi. Le travail de cette femme et mère de famille hors pair est très remarquable, voire impeccable, et cela force l'admiration de ses collègues. Elle était une femme battante, impeccable dans son travail. Elle fait un travail avec dévouement, j'étais même étonné de la voir. La moto, c'est, comme on le dit souvent, un cerveau, généralement, c'est un lieu où c'est les hommes qui sont là.
Mais elle a su surmonter toutes ces difficultés. Donc là, c'est un travail encore. Il faut vraiment l'encourager dans ce domaine. On le dit souvent que maintenant, pas en matière d'égalité entre femmes et hommes, mais n'empêche qu'on puisse encore demander, en tant qu'une femme qui est là dans ce domaine, de l'aider encore, de l'encourager, malgré les conditions de travail qui sont difficiles, de renforcer encore cette capacité de protection, pour qu'elle puisse travailler dans des conditions requises d'hygiène. Parce que vous voyez, les morts, tout homme, nous tous, on a passé par là où elle travaille. Donc il faut que les gens pensent à elle, pour qu'elle puisse mieux encore travailler dans de bonnes conditions. C'est une femme battante. Je l'ai connue depuis 2015, quand j'étais arrivé ici comme stagiaire, service de la maintenance. Elle fait ce que moi, étant homme, je ne peux pas. Parce que là, je suis technicien, mais il arrive que peut-être à 0h, 2h, 3h, il y a une panne électrique, elle m'appelle. Des fois, je ne supporte pas. Je pense que c'est une femme où on doit la motiver. Elle appelle aussi les autorités. Si on pouvait peut-être l'intégrer. De toute façon, nous finissons tous par mourir. Nous allons tous mourir. Et s'il y a quelqu'un déjà qui s'occupe de nous, c'est bon. Même si Nicole est mère d'une fille et tutrice de 11 enfants orphelins à sa charge. Je crois que je n'aimerais pas être à la place de Memti parce que dès que les parents arrivent et qu'on les libère, on doit laver le corps. Les parents vont rester là, on va laver le corps là ensemble. Ça c'est en tout cas beaucoup de courage à cette dame-là. Ouais. C'est l'élément qui... C'est carrément un portrait. Le portrait m'a vraiment marqué. Une dame qui dit dans tout ce qu'elle fait, son aspiration, c'était travailler à la morgue. Ouais. C'est carrément une vocation. Hein. Okay. Ouais, moi, je dirais que, comme le chrétien le disait, quand tu es un appelé, là, il n'y a rien. Tu vas tout faire, mais tu ne vas pas échapper. Appelé pour travailler à la morgue? Non, appelé, j'ai dit, comme disent les chrétiens, donc les appelés de Dieu, là. Genre, là-bas, c'est sa vocation. Elle est appelée à travailler là-bas. Peu importe ce qu'elle va faire. Elle est passée dans plusieurs services. Mais comme ce n'étaient pas les services qui lui sont destinés, bon, il faut absolument se retrouver dans son champ. En tout cas, moi, mais le cri, chapeau, hein? Le cri de cœur aussi que nous voulons lancer auprès des autorités compétentes, c'est que si jusqu'aujourd'hui elle est contractuelle, c'est pas normal. Non. C'est pas normal parce que ce qu'elle fait va au-delà de tout. Et ce qui est sûr, on se demande même comment elle fait pour se déplacer, pour arriver, tout ça. Si les autorités peuvent aussi se pencher sur son cas, ne serait-ce que, comme l'a dit son collègue, ne serait-ce que l'intégrer à la fonction publique, lui confier encore des postes de responsabilité, parce que ça c'est fort. Elle a une fille, mais 11 enfants à sa charge. C'est une dame de fer, il faut le reconnaître. Et beaucoup de force à elle. Bravo à toutes les dames de fer, bravo à toutes ces femmes qui travaillent, les femmes leaders, les femmes qui sont dans tout et qui permettent simplement de subvenir aux besoins des jeunes qui sont à leur côté pour point de contact, même si beaucoup de courage. Ouais. Et voilà, Larissa, cette fois-ci, nous allons retrouver le bien-être. D'accord. Jusqu'à 10, 8, 9, 10, on marche. Allez, les mains au niveau de la hanche, là, on ouvre là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, jusqu'à 10, 7, 8, 9, 10, on marche. Maintenant, le mouvement de 2 fentes, là. 1, 2, 3, 4, jusqu'à 10, 5, 6,
7, 8, 9, 10, on marche. Après, nous allons faire le tipping. Là, on va dormir. On marche, on récupère. Allez, allons-y. On tente. Allez, plus vite, plus vite. Allez, 5. Allez, plus vite que ça. 6. Allez, 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 allez. On récupère. Cette fois-ci, on va élever. Mais ça doit être rapide. Là, 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 lentement. Et puis après, c'est 4, 4. On marche d'abord. 1. Doucement, lentement. 2. 3. On récupère. 4. 5. Allez, ça va vite. 1. 2. 3. Allez, très bien, on relâche. Allez, attitude basse comme ça. On va tirer là. On sort la poitrine, on travaille le dos. 1, 2. Au coup des signaux, on va vite. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On relâche. Maintenant là, on va travailler un peu le mouvement des bras. Là, on va aller là. 1, là, là, là. Allons-y, doucement, lentement. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. On balance les pieds. 2. Allez, ça va vite, vite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allez, tu enchaînes un exercice. Allez, cette fois-ci, on va élever les genoux. On va là, à 10. À mon signal, à 3. 3, 2, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On change. 1, automatique. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Allez, on revient. On est là. Allez, on garde le bras en haut. On sort l'autre bras là. Et on est en attitude. Allez, on pousse. Ça passe au-dessus de la tête. 1, 2, 10 à 10. 3, 4, 5, 6. On regarde la paume de main. 7, 8, 9 et 10. On change automatiquement. Allez, c'est parti. 1, 2, on pousse. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Allez, on revient. Sur place. On tape le sol. Allez. On donne, on récupère là. Cette fois-ci, on pousse là, tout doucement. On essaye de payer la main. Allez, on y va. On pousse 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Allez. Allez, le dernier exercice. Nous allons élever les genoux, tac, 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 et puis on va se salir et puis on se lève. Allez là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allez. Allez. Bon, cet exercice, c'est la danse aérobique. La danse aérobique, c'est quoi? C'est le mouvement qu'un coach se présente devant, il le fait et les autres le suivent pour permettre de dégraisser. Avant, les gens faisaient seulement les exercices comme ça, mais les gens ont créé la danse. C'est pour voir que si peut-être l'athlète est en ivoire, c'est comme s'il danse, mais par contre, il fait le vrai boulot. Ça fait perdre vraiment du poids, Et c'est comme ça que c'est conseillé pour les gens qui ont beaucoup de poids, il faut les travailler comme ça. Sur le plateau de e-matin après la danse aérobeat. En tout cas, moi, j'ai suivi la danse, j'ai écouté également les explications. Je prends ça comme ça, Jeff. C'est vendredi, on se prépare déjà
aller le soir faire le sport, j'espère bien. Ouais, sur ton terrain, on va dire surtout. Absolument. Cet élément nous a permis de recevoir sur le plateau le digne paysan qui hier n'était pas avec nous. Et aujourd'hui, nous avons la grâce, nous avons la chance. Moi, j'ai l'habitude de dire comme ça, quand il est avec nous sur le plateau, c'est une grâce et il faut le reconnaître. C'est pas donné à n'importe qui. Et c'est seulement sur ITV et seulement sur iMatin. Nous voulons aussi citer bienvenue à Miandé, qui d'abord pour des questions de santé, convalescent, surtout nous vous souhaitons prompt rétablissement. Merci. Et... Merci, M. Aladjef, merci, Mme Larissa. Bonjour à tout le monde et bonjour aux téléspectateurs. Nous avons un autre point. Absolument. Aujourd'hui, nous allons parler des différentes les phases de l'insécurité alimentaire suivant les classifications IPC. Oui, merci beaucoup, c'est bien dit. En fait, c'est IPC ou bien cadre harmonisé. C'est pratiquement au Tchad, on parle de cadre harmonisé parce que nous sommes dans la zone de l'Afrique de l'Ouest avec la zone SILS. Pourquoi nous allons détailler? En fait, nous sommes passés par-dessus pour expliquer un peu qu'il y a 5 phases. Maintenant, il faudra présenter les différents éléments qui contribuent à phaser une zone dans une phase quelconque. Et donc, c'est au vu de ces éléments-là qu'on pourra le faire. Donc, rappelons-nous d'abord nous avons détaillé assez d'éléments ici. Donc, parmi, par exemple, les 4 résultats, il y en a 2 qui sont des résultats primaires, à savoir la consommation alimentaire et ses indicateurs, l'évolution des moyens d'existence. Et enfin, nous avons les résultats secondaires qu'on appelle l'état nutritionnel et la mortalité. Donc, ce sont ces 4 éléments qui constituent un peu les preuves directes. Mais il y a aussi les preuves indirectes. Nous allons revenir dessus. Donc, il y a ces éléments-là qui permettent de classer une zone, les ménages de cette zone, dans une phase quelconque. Donc, nous allons commencer par la phase 1, qu'on appelle la phase de l'insécurité alimentaire minimale. Quels sont les éléments qui constituent, en termes d'indicateurs, chaque résultat? Donc, si nous prenons en compte la consommation alimentaire, nous avons environ 5 éléments. Premièrement, nous avons le score de consommation alimentaire. Celui-là, il doit être inférieur à 5. Donc, quand on a les éléments du score de consommation alimentaire qui sont inférieurs à 5 pour la population pauvre, on dit que ça constitue un élément qu'il faut considérer dans le phasage. Il y a aussi l'échelle de diversité alimentaire. Il faudrait que, en termes de diversité, on a parlé du score de diversité alimentaire la dernière fois, il faudrait absolument qu'au moins 5 groupes d'aliments soient consommés par les ménages de la zone. Nous avons parlé aussi déjà longuement de la périodicité. Il faudrait prendre en compte la question en termes de l'échelle de la faim des ménages. Et l'échelle de la faim, il faudrait qu'il soit égal à 0. Donc, pour classer les ménages d'une zone en phase 1, il faudrait que l'échelle de la faim soit égale à 0. Il faudrait aussi prendre en compte l'indice réduit de stratégie d'adaptation. Et cet indice-là, il y a un certain CH, donc le CH doit être entre 0 et 3. C'est-à-dire que si les ménages ont développé entre 0 et 3 stratégies, ils peuvent être classés en complément d'autres éléments considérés en phase minimale. Il y a aussi ce qu'on appelle l'élément HA. L'analyse de l'économie des ménages. Et dans ce sens, nous avons deux résultats qui doivent sortir dans le cadre de ce qu'on appelle l'outcome analysis. Il y a ce qu'on appelle le déficit de protection de moyens d'existence et le déficit de survie. Maintenant, si le déficit de protection de moyens d'existence est égal à 0, on peut considérer ça comme quoi c'est un élément qui peut contribuer à classer les ménages de la zone dans la phase 1. Donc, vous voyez qu'à déjà les 5 éléments sont passés en revue. Il faudrait que ça obéisse à ces critères en termes d'indicateurs pour considérer que la consommation alimentaire pourra être considérée comme un des résultats qui est en phase 1. Ce n'est qu'un des résultats. Maintenant, il va rester encore l'évolution des moyens d'existence. Et là, il faudrait considérer que si au moins 80% des ménages de la zone n'ont pas eu à faire recours à des stratégies atypiques, en ce moment, on peut considérer que l'élément moyen d'existence peut être classé en phase 1. Donc, vous voyez que ça, c'est le deuxième paquet d'éléments. Le troisième paquet d'éléments, c'est l'état nutritionnel. Et l'état nutritionnel, on considère absolument la MAG, c'est-à-dire la malnutrition aiguë globale. Dans la malnutrition aiguë globale, vous avez la malnutrition aiguë modérée et la malnutrition aiguë sévère.
Ce sont les deux composants de la malnutrition aiguë globale. Et donc, le taux de la MAC doit être inférieur à 5% dans la zone. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre quand même, parce que quand on parle des chiffres, ça commence par un peu embrouiller Madame Larissa. Donc non, je sais pas. Absolument. Je suis en train de suivre encore tout doucement avec beaucoup d'attention parce qu'il y a des mots techniques, il y a des choses. Justement, si c'est un peu flou, vous avez le plein droit de poser la question pour vous et pour non, les parce qu'à la fois dernière, nous avons déjà plaidé pour nos amis téléspectateurs. Oui, donc nous, quand on parle de la malnutrition aiguë globale, par exemple, il n'y a que les services techniques attitrés qui peuvent le faire. Parce que c'est une donnée qui est au niveau pratiquement, qui n'est pas au niveau des ménages, mais qui est à un niveau territorial assez grand. On parle par exemple dans la zone au niveau des provinces. Non. Si vous avez besoin de ces données, il y a la direction de l'alimentation et de la nutrition. C'est eux qui peuvent le faire. Ça, c'est le ministère de la Santé publique. Et ça, c'est une donnée officielle de l'État. Nous avons toujours relevé qu'il faudrait absolument des données pour le faire. Donc, la malnutrition aiguë globale, il y a des enquêtes régulières qui se font, qu'on appelle l'enquête SMART, au sortir de la campagne, généralement entre novembre en allant, les résultats sont publiés. Donc, on a accès à ça et on peut avoir, est-ce que dans cette zone, dans telle province, quel est le taux de la malnutrition aiguë globale? Quand on parle de malnutrition, ce sont des carences ou bien des excès. C'est-à-dire c'est une alimentation qui ne répond pas en termes d'adéquation aux besoins caloriques, de nutriments du corps humain. Donc, si jamais le taux, après toutes ces études, avec des indicateurs, des éléments plus pointus encore, on parlera des éléments des Z-score, du périmètre brachial, ça c'est les preuves indirectes. Donc, si on a tous ces éléments, ça permet de classer la zone. Mais principalement, on parle de la malnutrition aiguë modérée et la malnutrition aiguë globale. Et les deux sont largement détaillés à travers cette étude-là. Et je pense que les services techniques sont là, ils font le travail. D'accord, il y a la réaction de Sophie Tog. Elle demande, nous sommes dans un pays qui n'a pas l'autosuffisance alimentaire. Est-ce que la sécurité alimentaire ne fait pas partie de l'autosuffisance alimentaire? Ce sont deux concepts. L'autosuffisance, ça y est, c'est pourvoir déjà localement à sa consommation alimentaire. Mais la sécurité alimentaire est plus grande que ça, et ça englobe l'autosuffisance alimentaire. Et donc, je pense que c'est un élément qui a précédé dans les concepts qui sont développés depuis fort longtemps. On a parlé de l'autosuffisance, maintenant on est passé à la sécurité alimentaire. Ailleurs, on parle même de la gouvernance alimentaire. Vous voyez que ça a évolué. Ça a évolué, mais produire contribuer à assurer la disponibilité. Avoir les possibilités de s'en procurer permettent, à travers son pouvoir économique, c'est-à-dire les revenus, de s'en procurer sur les marchés. Donc, quand on ne peut pas s'en procurer, il se pose le problème d'accès maintenant. Ça peut être disponible, mais on n'en a pas. Pour accéder à ça, il faut des revenus, de l'argent pour acheter sur les marchés. Et donc, je pense qu'on était revenu sur ça et on continuera par le répéter, que le Tchad est déjà très loin d'être autosuffisant. Parce que la production nationale n'arrive pas à couvrir les besoins de consommation. Les importations ou bien les achats sur les marchés sont tributaires des revenus. Et les ménages n'ont pas assez de revenus, nous l'avons toujours clamé. Donc, nous vivons plus ou moins dans une situation de précarité alimentaire plus ou moins, qui paraît être même presque chronique. Parce que nous analysons l'insécurité alimentaire aiguë. Mais maintenant, quand les moyens, les revenus ne permettent pas de s'en procurer, on a parlé des facteurs contributifs en termes de danger ou bien les catastrophes naturelles qui pratiquement réduisent significativement les niveaux de production. Il y a la question de la vulnérabilité avec l'accès économique sur les marchés. Tout ça, ça fait qu'aujourd'hui, l'insécurité alimentaire, aujourd'hui, au lieu de rester aiguë, reste critique de temps à autre régulière, parce que chaque fois, il y a toujours un certain nombre de départements qui sont classés en phase 3, en phase critique. Donc, si vous permettez, on va carrément peut-être éliser les éléments pour classer la classification du phasage. On a la consommation alimentaire, nous avons cité les indicateurs. On a les 5 principaux qui sont considérés. On a aussi l'évolution des moyens d'existence. On dit qu'il faudrait absolument qu'on considère au moins 80% des ménages de la zone n'ont pas eu recours à des stratégies atypiques qui peuvent dégrader leur moyen d'existence dans ce côté. Et on a aussi l'état nutritionnel. Dans l'état nutritionnel, vous voyez, il y a l'indice de masse corporelle. Donc, il faudrait que l'indice de masse corporelle soit inférieur à 18,5 sur kg par mètre carré. Ça, c'est le rapport poids-taille. Il faudrait avoir cet élément en sa disposition. Il faudra aussi penser à la question de la mortalité.
la mortalité, on parle du taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans et du taux brut de mortalité. Donc, il y a un seuillage inférieur à 1%, à 1 sur 10 000 par personne, inférieur à 1 sur 10 000 personnes, à une population de 10 000 par jour, et inférieur à 0,5 sur 10 000 par jour dans la localité. Donc ces données, on ne peut pas les avoir tant qu'on n'a pas recours aux services techniques. Et les services techniques qui sont dans la mortalité. Oui, nous sommes dans les évolutions, les moyens d'existence. Non, ça c'est la mortalité. Nous avons déjà parlé, moyens d'existence, c'est qu'il faudrait que l'analyse, en fait, les données permettent de pouvoir conclure que au moins 80% des populations de la zone n'ont pas eu recours à des stratégies atypiques. D'accord. Voilà. Et état nutritionnel. L'état nutritionnel, c'est là où nous avons parlé du périmètre, l'indice de masse corporelle. On a parlé de la malnutrition aiguë globale. Et donc, nous avons seulement détaillé tout à l'heure au passage comme quoi la malnutrition aiguë, c'est la somme entre la malnutrition aiguë modérée et la malnutrition aiguë sévère. Ce sont les deux éléments qui contribuent à conclure sur la malnutrition aiguë globale. Et donc, le taux de la malnutrition aiguë globale doit être inférieur à 5%. D'accord. Dans la zone, bien sûr. Parce qu'on fait, on fait la classification en fonction de la zone. Maintenant, les preuves indirectes, on parlera du proxy calorique. Le proxy calorique, ça veut dire qu'il faudrait que ce soit supérieur ou égal à 2400 kilocalories par personne par jour dans la zone. Ça, ce sont les preuves indirectes. Et dans le cas, ça c'est beaucoup plus principalement pour la consommation, mais on reviendra aussi sur la question en lien avec l'état nutritionnel de ce côté. Il y a le périmètre brachial par rapport aux mesures pour les enfants de moins de 5 ans. Généralement, vous le faites avec la bandelette là, le MUAC. Ah, maintenant, ça ressemble au français facile. Mais ce n'était pas c'est pas si compliqué que ça. Vous le voyez, vous constatez les agents qui passent faire l'enquête, ils ont l'habitude d'utiliser une bandelette là pour mesurer. Donc, il y a ces indicateurs-là qu'on doit assembler avant de pouvoir conclure et phaser les ménages de la zone dans une certaine phase. Et le phasage, je tiens à le répéter, il faudrait qu'au moins 20% des populations, des ménages de la zone soient dans cette catégorie. Donc, la dernière fois, vous avez réagi en disant bon, pourquoi il y a des gens qui sont là. Mais si les statistiques, si les estimations ne peuvent pas mettre à la disposition des décideurs qu'il y a au moins 20% de la population, même si vous avez des cas de décès, vous allez dire que c'est la famine, alors que vous n'avez pas encore atteint le seuillage requis, je pense que techniquement, ça ne répond pas. Ça ne répond pas. D'accord. Chef, tu as quelque chose? Non, moi ça va. Moi c'est plus à titre de formation, donc ça va. D'accord. Mais toujours est-il qu'il faudrait que les gens comprennent. En fait, nous faisons l'effort de pouvoir permettre aux gens d'accéder à ces considérations techniques qui, le plus souvent, peut-être échappent aux citoyens lambda qui ne comprennent pas exactement pourquoi cette zone n'a pas été classée, cette zone n'a pas reçu l'assistance, pourquoi les gens sont en train de souffrir, on ne leur a pas donné ça. Donc, tous les éléments techniques, toutes ces données doivent être rassemblées. Et le suivi, nous le disons, le suivi de la sécurité alimentaire doit être permanent. C'est-à-dire que c'est au jour le jour. Une zone qui est dans cette phase aujourd'hui, ne soyez pas surpris qu'une semaine, 2 semaines plus tard, ça bascule dans une autre phase. Ouais. Et donc, c'est un dispositif permanent, intégré avec beaucoup d'acteurs qui doivent être là mobilisés, avec des données assez, on pourrait dire des métadonnées assez importantes qu'il faudra essayer de compiler pour pouvoir atteindre le seuillage et puis faire des analyses techniques consensuelles et permettre de conclure qu'une zone est dans une phase ou dans une autre phase. Voilà pourquoi les acteurs se réunissent 2 fois dans l'année avec le cadre harmonisé. Voilà pourquoi aujourd'hui la collecte des données reste l'élément fondamental. Voilà pourquoi aussi il y a une technique au niveau de l'État qu'on appelle le CISAP qui fait le travail. Même si ce n'est pas tellement diffusé, même si ce n'est pas tellement connu de tout le monde, mais il y a ces acteurs au niveau institutionnel, avec les décideurs, avec les acteurs non étatiques, les populations aussi, qui sont concernés pour faire cette analyse. Donc, on ne peut pas dire que c'est juste réservé à un domaine quelconque. Et même vous, les communicateurs, votre mission, c'est de pouvoir diffuser, partager l'information pour que les citoyens puissent accéder à ça, pour comprendre pourquoi il y a ça. Donc, nous l'avons dit il y a quelques jours,
la fiche de communication qui retrace les analyses qui conclut sur les analyses qui ont été faites au mois de mars, permettra de pouvoir fixer les téléspectateurs sur quelle zone on est en telle phase, pourquoi et quelles sont les stratégies à développer, à mettre en œuvre pour permettre à ce que les actions de réponse soient mobilisées dans ce sens-là. Donc voilà un peu, de manière résumée, le phasage de la phase 1. Donc quand on dit phase insécurité alimentaire minimale, voilà les éléments dont il faut disposer. D'accord. Une dernière question de Sophie Tog, je crois, qui dit chaque année, PAM achète des céréales pour redistribuer aux nécessités, ici même au Tchad. Mais on se rend compte que ces céréales-là sont achetées au Tchad et redistribuées aux Tchadiens. Elle demande, est-ce que c'est vraiment un problème de nourriture que le Tchad a? En fait, la question est bien posée. La question est très bien posée parce que les interventions du PAM participent de deux actions. Il y a les actions de réponse pour atténuer les impacts et il y a des actions de résilience pour renforcer les capacités des populations à faire face au choc et à se réadapter après une fois le choc passé. Mais maintenant, quand on achète, je vais peut-être lui renvoyer la question en répondant, ce ne sont pas les mêmes niveaux de production dans toutes les provinces du Tchad. Il faudrait comprendre cette diversité agroécologique. Pour une raison ou une autre, dans une zone, la production elle est peut-être excédentaire, dans d'autres, c'est déficitaire. Donc, le fait que les populations n'aient pas accès à ça, prenons un cas pour précisément expliquer. Par exemple, aujourd'hui, avec la crise de l'Est, la crise soudanaise et ses impacts sur la zone de l'Est, l'afflux de plus de 800 000 personnes, c'est-à-dire entre les réfugiés soudanais et les retournés tchadiens, ça impacte les populations locales. Et même ces personnes qui sont aujourd'hui accueillies à cause de la crise soudanaise, est-ce qu'ils ont à leur disposition suffisamment de vivres pour s'alimenter? Donc l'action humanitaire du PAM et d'autres acteurs vise à pouvoir d'abord répondre aux besoins de consommation des populations. Prenons par exemple que s'il y a un excès dans la zone, prenons au hasard par exemple de Moyen Chari, plus loin dans la zone de Maro ou bien je sais pas, plus loin encore à Moïsala, s'il y a un stock ou bien s'il y a une production qui est assez bonne, pas peut-être excédentaire ou bien peut-être en quantité suffisante, et que d'autre part les gens n'en ont pas, mais c'est possible que le PAM puisse aller racheter. Et je suis même très heureux d'apprendre que le PAM n'achète qu'ici. Ça contribue au fonctionnement de l'économie nationale. Ce sont les opérateurs économiques, ce sont les producteurs de la zone qui en bénéficient. Mais vous allez voir qu'il y a d'autres acteurs qui vont payer même des vivres à l'étranger, qui les importent pour les distribuer. Et ça, c'est un manque à gagner pour le pays. Voilà pourquoi aujourd'hui, une fois j'ai dit ici sur votre plateau que la crise soudanaise, avec ses impacts, certes, c'est une crise humanitaire. Nous ne pouvons pas nous en réjouir. Mais aujourd'hui, si l'agriculture tchadienne était vraiment compétitive, aujourd'hui, les agriculteurs d'une certaine zone, ou bien de tout le pays, avec les excédents, peuvent vendre à ces acteurs humanitaires afin de répondre aux besoins alimentaires en termes d'insécurité alimentaire. Voilà un peu ce que je pourrais apporter dans ce sens-là. Mais nous restons ouverts s'il y a d'autres questions, il n'y a pas de souci. D'accord. Merci beaucoup, merci de vous avoir bousculé de votre convalescence, mais ça manquait aux téléspectateurs. J'espère que vous avez retenu comme nous, mais comme l'a dit l'expert, il ne suffit pas d'écouter, il ne suffit pas simplement de suivre. Mais quand il y a des zones d'ombre, posez des questions sur notre page Facebook Electron TV Tchad, où vous pouvez aussi prendre la tâche directement avec nous et poser des questions. Et à la prochaine émission, nous allons retransmettre vos questions pour qu'elles soient bien explicitées. Merci à Miande d'être passé. Nous allons vous accompagner avec parole aux citoyens. Merci, je vous en prie. Bon début de week-end alors. Merci. Merci. Ceux qui veulent chercher à ce qu'il faudrait prendre des mesures de protection. La lutte contre les inondations. Ces dernières années, il y avait, surtout l'année dernière, le Tchad a entré la plus forte pluviométrie dans toutes les régions. Et sur les 23 régions, 23 provinces, il y a 19 qui sont affectées, surtout la ville de N'Djamena. Les propositions, la première des choses, surtout dans la ville de N'Djamena, il faudrait que les citoyens comprennent l'obstruction des caniveaux, c'est un phénomène. Si vraiment les canaux sont ouverts, une fois il y a une forte pluie, durant 2 à 3 heures de temps,
l'eau va partir dans les bassins et les bassins vont le pomper et ça va aller vers la station de la Magie et qui a 4 groupes. Là-bas, ils vont pomper l'eau pour vraiment dégager et ça va vers les barres de Ligna. Surtout au 8e arrondissement, nous sommes toujours inondés. Chaque année, notre arrondissement, le 8e arrondissement est inondé. Pourquoi cette inondation? Il y a beaucoup de pluies, on le sait, mais le problème des bassins de rétention. Le ministère de l'Urbanisme a construit des bassins de rétention, mais ces bassins de rétention sont plats. Nous demandons une autorisation de creuser ces bassins-là pour les creuser en profondeur, pour qu'elles contiennent l'eau de la pluie, pour qu'elles ne déversent pas sur la population. Et nous demandons aussi de faire des digues de protection pour que ces bassins-là soient... pour que l'eau-là soit calée, ça ne déverse pas sur la population. Il faut mettre en place des services d'urgence pour les zones qui inondent. Mettre des services de pompage en temps réel lorsque la pluie tombe. Après 20 minutes, les eaux qui inondent devront être pompées vers les bassins versants pour éviter les inondations. Mettre en place des comités de gestion des logements mobiles et les écoles aussi peuvent aider les futurs sinistrés. Mettre en place des comités de vigilance pour éviter la perte en vie humaine. Il faut que chaque voisin comprenne son voisin, c'est-à-dire si un voisin a déjà bloqué la route pour que l'eau ne coule pas pendant la saison pluvieuse, il faut qu'il accepte quand même aussi de creuser, laisser quand même aussi que l'eau coule pour éviter quand même aussi l'inondation de son voisin. De retour sur le plateau, Parole aux citoyens nous a permis de recevoir Maman Iya. Maman Iya, c'est comme ça, nous on l'appelle. Elle, c'est Nemem Sidonie. Aujourd'hui, Larissa, elle vient, après le paysan, elle vient nous parler de l'intelligence artificielle et l'agriculture. Je ne sais pas, est-ce que c'est la culture de concombre dans le Boutala? Bon, mais on verra bien, elle est là. Bienvenue, Sidonie. Bonjour et bienvenue sur le plateau de Imater. Merci. Nous espérons que vous vous sentez bien. Oui, voilà, aujourd'hui nous allons parler de l'intelligence artificielle et l'agriculture. Est-ce que ça va de pair? Parce que la fois dernière... Donne-moi une seconde, le temps que je règle le micro de... D'accord. Voilà. Ok. Comme ça, on te reçoit bien. D'accord. Les gens de l'intelligence artificielle. Voilà. Alors, Sidonie, dis-nous un peu comment va notre fameuse intelligence artificielle. L'intelligence artificielle évolue bien. D'accord. Surtout en secteur d'agriculture. Wow. D'accord. Intelligence artificielle, moi je m'attendais à ce que ça va avec technologie, ça va avec ordinateur. Giga, etc. Voilà. Mais aujourd'hui, on nous parle de l'intelligence artificielle dans l'agriculture. Comment est-ce que vous pouvez nous expliquer? Qu'est-ce que l'intelligence artificielle vous cherchez dans l'agriculture? Voilà. Ok, comme nous l'avions mentionné la fois dernière, l'intelligence artificielle offre des innovations dans plusieurs domaines tels que l'infrastructure, l'éducation, informatique, communication, et il faut aussi mentionner qu'elle offre aussi des opportunités en domaine de l'agriculture, sur la modernisation de l'agriculture. D'accord. Donc, si j'essaye de voir, quand on veut parler de l'agriculture moderne, c'est là où l'intelligence artificielle intervient. Oui, c'est ça même. Elle intervient parfois à des services d'innovation agricole, d'où elle offre des opportunités pour des travaux agricoles et autres. D'accord. Elle offre des opportunités. Est-ce qu'on peut comprendre un peu quelles sont ces opportunités que l'intelligence artificielle offre? Parce que pour un paysan qui a passé toute sa vie à faire sa culture à la houe, à débrucher, à brûler le terrain, quelles sont ces opportunités-là que l'intelligence artificielle lui apporte au-delà de ces méthodes rudimentaires? Bon, déjà là, avec les capteurs assistés par l'IA, l'IA offre des opportunités telles que les capteurs intelligents qui permettent aux agriculteurs de connecter la pluviomètre ainsi que d'autres méthodes pour arroser les champêtres, même des robots qui sont là pour faire programmer
pour des récoltes et d'autres travaux champêtres aussi. Donc, elle offre énormément d'opportunités. Moi-même, je mets robot dans mon champ. Ok, Jeff, si tu permets, nous allons prendre une petite vidéo et puis nous allons revenir, continuer avec Madame Nemem Sidoni. Alors, l'intelligence artificielle, c'est tous les moyens et les technologies mises en œuvre afin de pouvoir améliorer la vie de tous les jours, afin d'améliorer l'intelligence humaine. Il y a dans le secteur agricole, il y a, comment je vais dire, à faire une grosse percée. Il y a beaucoup d'avancements dans le sens où l'IA accompagne les agriculteurs dans beaucoup de domaines, dans la prévention contre les sécheresses, la prévention contre les ravageurs, sur l'analyse des sols et des conseils par rapport aux cultures. On avance par rapport aux drones et que les drones peuvent permettre de faire une surveillance sur l'ensemble des cultures agricoles et les capteurs permettent de mesurer la densité des sols, pouvoir donner l'état précis du sol. Dans certaines cultures, on met des capteurs pour pouvoir mesurer la teneur en eau. Chaque plante a une quantité d'humidité que ça doit conserver avant de pousser. Et ces capteurs-là permettent de maintenir une certaine humidité afin que la plante puisse bien germer. Les répercussions ne sont que positives parce que l'IA vient accompagner les agriculteurs. Si on vous donne une application qui, juste à partir d'une photo, vous dit de quoi la plante souffre, je dis que c'est bien pour les agriculteurs. Donc en gros, ce n'est que positif. Jusqu'à là, il n'y a pas eu encore des effets négatifs. Nous allons leur conseiller de beaucoup plus essayer de faire beaucoup d'avancées et surtout de collaborer avec les agriculteurs locaux afin de pouvoir bien cerner le besoin et adapter l'intelligence artificielle à leurs besoins. En fait, c'est ça même tout le sens de l'intelligence artificielle, c'est d'adapter la technologie pour pouvoir répondre à un besoin précis. Oui, l'intelligence artificielle pourra être intégrée, mais il y a beaucoup de prérequis. Déjà, l'accès à l'énergie et à l'Internet. Si ces deux aspects-là sont déjà réglés, je me dis que le reste va aller rapidement. Parce que pour utiliser l'intelligence artificielle, il faut que vous soyez connecté à Internet. Ici, on peut déjà utiliser des applications qui répondent avec des photos. On filme la plante et l'intelligence artificielle, en fonction de la dégradation qu'il y a sur la plante, ça nous permet de voir déjà de quoi la plante souffre et quel ingrédient il faut mettre afin de pouvoir résoudre ce problème. Je dirais aussi qu'avec les panneaux solaires qu'on utilise un peu partout, c'est pas impossible, mais on peut essayer déjà de développer des capteurs, de mettre des capteurs qui arrosent de façon automatique. On programme juste les horaires d'arrosage et dès que l'heure arrive, ça envoie la quantité nécessaire en fonction de la qualité du sol et en fonction de la teneur en eau du sol. C'est déjà une forme d'intelligence artificielle dans le sens où c'est la machine qui s'occupe d'arroser. Donc déjà à ce niveau, c'est déjà une intelligence artificielle. D'accord, merci pour cette petite vidéo qui nous a amené un peu plus dans le monde de l'intelligence artificielle et l'agriculture. Quelque chose me passe à l'esprit, Madame Sidoni. On parle de l'intelligence artificielle, on parle de la pluviométrie et que l'intelligence artificielle dans l'intervention de l'ingénieur dit que on peut programmer l'arrosage des champs. Mais est-ce que c'est des hectares qu'on arrose avec, on fait la programmation avec l'intelligence artificielle ou bien mon petit jardin que je fais à la maison là sur 2 mètres ou quoi là, est-ce que je peux également utiliser l'intelligence artificielle dans ce domaine-là? Bon, même si avec ces 2 hectares et même plusieurs hectares, tu peux aussi utiliser l'intelligence artificielle au cas où ces moyens sont disponibles. Parce que déjà là, il suffit juste de la programmation et connecter l'IA avec la programmation de l'irrigation. Et là,
cette technologie peut arroser ces champs pour mieux soulager. Ok, également, vous avez fait mention on a les ennemis de culture. Et dans son intervention, il a dit qu'il y a des applications ou bien des logiciels, je ne sais pas, le monde de l'IA, je ne maîtrise pas trop, avec lesquels on peut justement, on peut dire quoi ? Consulter, voilà, je peux utiliser le terme, consulter sa plantation et savoir de quoi est-ce que la plante souffre, qu'est-ce qui a attaqué ou quoi. Est-ce qu'on peut avoir ces applications? Est-ce qu'on peut avoir le nom de ces applications ou bien de cette technologie-là ou bien... Si ça existe déjà, oui. Pour avoir le nom. Oui, ça existe parce que dans l'intervention de l'ingénieur, ces éléments existent déjà. Okay. Alors, je voudrais savoir, est-ce que... Oui, cette technologie, c'est les capteurs intelligents qui sont placés dans les champs. Et ça, ces applications détectent les insectes ainsi que les ennemis de culture où se trouvent là-bas, même si un agriculteur peut se trouver à la maison mais surveiller son champ depuis loin. Okay. D'accord. Avec l'aide de capteurs installés dans le champ, cela nous permettra de comprendre les maladies dont souffrent les plantes, mais aussi avec tout ce qui est panneaux solaires, nous pouvons programmer l'arrosage de nos champs, que ce soit sur des hectares. Larissa, ça me rappelle simplement, avant de libérer Mama Ia, ça me rappelle quand j'étais au sud, précisément à ça, je voyais déjà des hectares et des hectares de canne à sucre de la CST, entre-temps, être arrosés par des avions. On les appelait des avions, mais je me suis rendu compte que c'était des drones. C'était des drones et c'est des hectares et des hectares. Des fois, on va se cacher dans ces cannes à sucre-là pour que l'eau la tombe sur nous, tout ça. Voilà. Donc je pense que c'est des choses qui existent et qu'on peut développer. C'était la Maman Ia qui nous a brossé un peu l'intelligence artificielle dans l'agriculture. On peut aussi l'intégrer dans l'agriculture. Merci, Nemem Sidoni, d'être passé. Merci. Un bon début de week-end à vous. Ouais, nous allons vous raccompagner avec un clip. C'est qui ne te tue pas te rend toujours très fort. Aliyom macheti kula malamani, Aliyom haroshoki kula malamani. Melakin fakiri kadar c'est une question de cœur. Melakin fakiri kadar c'est une question de cœur. Je suis touché, vraiment désespéré. Je suis touché, vraiment déséquilibré. Mon amouré, maman manda kader la marque déposée. Terminus, terminus. Tatiana Kogonga, DJ Gérard, terminus, terminus. Mantal Gueroina, terminus, Kumako Roosevelt. Merci pour tout. Odina Rosine, la continuité. Question de cœur ou question compliquée. Décision de cœur ou décision compliquée. Au manager ni si porté. Didier Gartos. Gaïni c'est semblant alors que je suis touché. Au manager prouver qui kada je suis abattu. Mon bébé son excellence Issa Doubrayan. Le bulldozer. Commissaire Taltal. Terminus. Nadine Doula. Terminus. Ronelia Bangingara. Christian Platinum. Doumla Marsoucidouane, monsieur le juge. L'incontournable maître Francis Lokoundé. Dimastra Beguia, Dino Di Modeste. Grâce Nerambaya. Accepter de Paranakida, c'est qu'on votait pour Barnabassé. Finir les crisses malgré sa sainteté. Nalkan Koutourta Bilen Koula, Almegaï de l'Irassa. L'international Boukar Seyd. Voilà Dilson qui nous chante Terminus et aussi ça nous permet de recevoir notre chroniqueur terminal. Voilà, avec lui on conclut toujours l'émission. Monsieur Tossou Élysée alias Monsieur Jacques, voilà. Pour la maison.
Bienvenue, monsieur Élisée. Bonjour Alain, bonjour Larissa, bonjour à tous nos téléspectateurs. Bonjour et bienvenue. Merci. Ok, ravi de vous retrouver encore ce vendredi sur notre plateau. Effectivement, ravi aussi de vous voir. Ouais. La gestion des tâches quotidiennes. Effectivement, aujourd'hui nous allons parler d'une application qui va nous aider à gérer nos tâches. Vous savez, il y a des jours où nous programmons 1001 choses. La veille, on se dit, demain quand je vais me lever, je vais faire ci, je vais faire ça. Mais on se rend compte à la fin que c'est seulement sur 4 ou 5 choses, on n'a fait peut-être qu'une seule chose. Ça, c'est une statue visée. Ça, c'est on se rend compte qu'on passe toute une journée, on oublie même certaines choses qu'on a prévues. Justement. Alors aujourd'hui, je vais avec la complicité de la régie, on va suivre juste un petit élément et on revient juste après. Ça marche. Voilà, nous voici sur l'application Google Task, qui nous permet d'organiser nos tâches journalières. Alors dès que vous arrivez, on va vous demander de vous connecter avec votre compte Google. Une fois que votre compte est connecté, vous ajoutez, vous voyez, il y a la liste des tâches qui se font voir à l'extrême gauche, et puis vous avez la nouvelle liste. Je mets par exemple vendredi, aujourd'hui nous sommes le 16, vendredi le 16 mai, voilà. Et maintenant, une fois renseigné, je mets OK. Une fois renseigné, je mets OK. Et dans cette journée du 16 mai, il y a des tâches que je veux ajouter. Donc, dans cette journée, je mets passage à ETV, dans l'émission que nous sommes en train de faire tout de suite. Et puis, je renseigne l'heure. Je définis l'heure, je dois être là à 8h40, mais bon, je vais mettre 8h30 ou 35 pour être à l'heure. Et dès que c'est fait, je mets OK, j'enregistre. Voilà. Et là, on me dit passage à ETV à 8h30. C'est-à-dire à 8h30, j'aurai une sonnette d'alarme qui me dira, voilà, à 8h30, vous devez être à. Voilà. Maintenant, je peux rajouter d'autres tâches également. Je mets par exemple rendez-vous, ou je mets réunion, ok, réunion avec les collègues à 10h, par exemple. Voilà, je précise aussi surtout l'heure pour que ça puisse me le rappeler après. Je mets 10h, voilà. Mais là, je vais mettre 9h50 pour qu'à 10 minutes, je puisse avoir une alarme. J'enregistre également, je continue. Je mets peut-être déjeuner, voilà, déjeuner avec mon ami, je mets peut-être Bella et Rodrigue, et puis voilà, je mets les deux. Je peux aussi préciser l'heure si je veux. Dans les cas contraires, je laisse comme ça. Bon, on sait que les déjeuners, c'est souvent midi. Donc, je mets enregistrer. Voilà un peu la liste des tâches que vous aurez à faire toute la journée. Donc, aux heures précisées sur votre tâche, vous aurez toujours des rappels. Vous aurez des alarmes qui vont sonner pour que vous puissiez vous rappeler des tâches que vous avez. Merci. Alors moi, une petite rectificative avant de passer la main à Monsieur Élisée, surtout la dernière tâche, déjeuner. On remplace Bella par Larissa et Rodrigue par Aladjef. Merci. Je vous en prie. Alors, pour cette application, elle se nomme Google Task. Vous pouvez le télécharger soit dans App Store, soit dans Play Store. C'est une application vraiment, vraiment pratique. Okay. Quand vous l'avez, c'est que votre journée, elle est réglée et réglementée. Et vous pourrez aussi partager, ça je ne l'ai pas précisé dans la vidéo, vous pourrez partager une tâche à une personne. Okay. Vous pourrez partager une tâche, peut-être vous allez faire quelque chose ensemble, mais peut-être pour ne pas que la personne oublie, vous l'envoyez et lui reçoit directement dans son mail une notification pour lui dire voici ce que nous devons faire aujourd'hui. Donc il y a aussi l'étoile que vous pourrez activer pour dire que ça là c'est prioritaire, c'est-à-dire je dois le faire en premier et puis voilà. Maintenant, pour finir, si Dieu le permet, le vendredi prochain, si je reviens encore, si on me donne toujours la main, nous allons parler maintenant de la gestion des tâches maintenant, mais en groupe. Okay. Vous êtes leader, vous êtes responsable d'un groupe de 3-4 personnes. Si la régie peut nous aider, nous allons voir, ça s'appelle Trello. Ça, c'est très pratique de travailler en groupe
travaillez, que vous soyez en présentiel, que vous soyez en ligne, il y a des tâches qui sont signées à des différentes personnes. Là, vous suivez immédiatement tout ce qui se fait à l'instant T. Donc voilà un peu mon passage. Aujourd'hui, pour la gestion de mes tâches, il y en a également, il y a des applications mais qui vous permettent de gérer la maison. Hein. Wow. La cuisine, changer le drap, il vous rappelle beaucoup de choses. Mais là, on va s'en tenir à ces deux applications. D'accord, moi j'ai une question avant de terminer, monsieur Jacques. Est-ce qu'en dehors de l'application Google Tasks, est-ce qu'il n'y a pas autre manière de gérer ces tâches sur le smartphone? Oui, il y a Google Agenda aussi qui permet de le faire. D'accord. Google Agenda, vous mettez les tâches à des heures précises et surtout activez l'alarme. Parce que si vous n'activez pas l'alarme, vous n'aurez pas un rappel en fait. Okay. Donc dès que l'alarme est activée à des heures précises, moi je conseille toujours de le faire 10 minutes, 15 minutes en arrière, voilà, avant. Comme ça vous avez la largesse d'être à l'heure. D'accord. Alors mon Google Tasks sur ce téléphone vient de m'informer que nous sommes arrivés à la fin. Donc nous allons simplement dire merci à nos téléspectateurs. Merci à monsieur Tosso Élysée alias monsieur Jacques de la Maison. Merci Larissa, nous sommes arrivés à la fin. Merci à mes téléspectateurs, chers internautes. Sophie Tog, en tout cas, je te donne rendez-vous la semaine prochaine. J'ai lu 2-3 trucs, mais je reviendrai dessus la semaine prochaine. Merci, prenez soin de vous, car nous sommes un début de week-end. Faites tout en tenant compte de votre budget. Ne vivez pas au-delà de votre force. Au revoir. Bye bye.